Nous sommes le jeudi 17 octobre. Je le précise parce que certains commentaires, enfin tout du moins une personne n'avait pas entendu que j'avais donné la date avant-dernière vidéo. Donc je reprécise, nous sommes le jeudi 17 octobre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Iran, puisque c'est une place très importante dans les événements qui vont arriver dans quelques semaines. C'est un pays qui nous est présenté depuis une trentaine d'années sous un jour qui n'est pas la réalité. Et notamment récemment, maintenant, on peut dire que nous sommes complètement dans une campagne de propagande avec les grands médias qui nous parlent des difficultés économiques de l'Iran, qui nous racontent des choses totalement fausses à propos de ce qui se passe en Israël. Et donc, j'ai voulu faire une petite vidéo assez courte pour donner des chiffres qui vont vous faire découvrir la réalité de ce que c'est que l'Iran. Alors, en introduction, si vous voulez, je vais vous faire voir un petit documentaire très, très court qui a été fait à Téhéran, dans un très grand centre commercial. En fait, c'est le plus grand centre commercial du monde. Vous imaginez, le plus grand centre commercial du monde, ultra-moderne, se trouve à Téhéran, en Iran. Alors c'est un centre qui fait 1 699 000 mètres carrés, c'est-à-dire 170 hectares. On peut y passer des jours et des jours sans jamais passer au même endroit. Et vous allez voir que c'est un magasin qui est tout à fait du niveau des plus beaux magasins que l'on peut avoir en France ou aux États-Unis. Donc, on nous parle encore récemment, j'ai vu sur la 5 que l'Iran était en difficulté économique. Eh bien, tout à l'heure au tableau, je vais vous faire voir la réalité et vous allez voir que la France aurait beaucoup à apprendre de l'Iran. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un pays qui compte 90 millions d'habitants et qui a été géré dans des conditions très difficiles d'embargo qui est exercé par les États-Unis et donc par tous les pays sous la domination des États-Unis, et cela depuis 1979. Donc vous allez voir ce petit reportage qui dure 4 minutes, et puis ensuite je vais vous expliquer la réalité des chiffres qui sont vraiment indiscutables et qui nous font voir la réalité de ce grand pays qu'est l'Iran, un pays avec une très longue histoire et une très grande culture. ورودی اصلیشه که میرسه به مرکز خرید و جاهای دیدنی دیگه. ایران مال بزرگترین مرکز خرید جهانه. تو شمال غرب شهر تهران قرار داره و خیلی نزدیک به دریاچه چیتگره. مساحتش 1,669,000 متر مربعه و تو سال 2017 و خیلی بزرگه. ما هر وقت که به اینجا میایم حقیقتاً تا بخوایم حالا یک سری از جاهاشو ببینیم دقیقاً یه 4-5 ساعتی زمان میبره. یعنی من بهتون پیشنهاد میکنم که اگر خواستین اینجا بیاین یه نصف روز زمان بذارید که بتونید همه جاهاشو ببینید. ما الان داریم میرسیم به یکی از به نظرم فوق‌العاده ترین جاهای دیدنی ایران مال که بهش میگن کتابخونه جندی شاپور. حالا بریم بهتون نشون بدم و یه سری توضیحات بهتون بدم. اینجا فوق‌العاده زیباه.
از کتابخونه جندی شاپور میتونید به یکی از قشنگترین جاهای ایران مال برید. این فروشگاه رو بهش میگن سرای فیروزه که یک سری از صنایع دستی ها رو اینجا میفروشن که بریم ببینیم قیمت چند تا کالا هم اگه داشته باشه بهتون بگیم. اینجایی که الان ما بهش رسیدیم و بهش میگن باغ دیدار که یکی از به نظر من قشنگترین جاهای ایران ماله و اینکه یه سکوی شیشه‌ای هم داره اینجا که مثلا کلا خوراک عکاسیه. Alors donc vous avez vu ce petit film, ce petit reportage qui nous fait découvrir comment les Iraniens vivent et surtout on peut voir que toutes les femmes ne sont pas voilées, elles n'ont pas le djihad et ce sont des gens qui vivent vraiment à l'européenne et d'une façon très bien. Alors là, dans ce que je vais vous présenter, on va parler de l'Iran, l'évolution de sa démographie, son économie, le nombre d'ingénieurs, son armée et ses alliés. En 1900, l'Iran comptait 10 millions d'habitants. Vous voyez ? En 1933, 13 millions. Donc ça avait très peu progressé. Pourtant, à cette époque, les femmes avaient 6 enfants en moyenne, 6 enfants par femme. Entre 1933 et 1976, là, la population passe de 13 millions à 34 millions. On peut constater que c'est certainement les progrès de l'hygiène, de la nourriture, etc. Et donc, entre 1976 et 2016, là, on passe de 34 millions à 80 millions. Et puis, entre 2016 et 2024, on arrive à 90 millions. Et là, la population, le nombre va se stabiliser. Pourquoi ? Parce que, comme c'est un produit, comme vous avez pu le voir, comme c'est un pays, comme vous avez pu le voir, où il y a eu un progrès social très important, eh bien, tout comme des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou la France, si on compte en dehors de l'immigration, eh bien, les femmes ont beaucoup moins d'enfants. En règle générale, c'est 1 ou 2 enfants. Et donc, en 1975, les femmes avaient 7 enfants et en 1995, ce nombre est descendu à 3,26 enfants en moyenne par femme. Donc là, on voit qu'il y a déjà un progrès sur le plan de la vie sociale. Et de 1995 à 2010,
on descend à 2,4 et à partir de 2020 et maintenant, ils sont en dessous de la barre des 2 et donc ils sont arrivés. Donc ça, c'est un indicateur de progrès social, ce qu'on peut constater dans tous les pays développés. Alors là, c'est intéressant, on est sur le PIB de l'Iran. Alors le PIB de l'Iran a augmenté de 4,7% en 2021, de 3,8% en 2022, de 5,7% en 2023. On attend, s'il n'y a pas d'événements importants qui se déroulent avant de la fin de l'année, on sera au-dessus de 6% en 2024. L'endettement de l'État, alors ça c'est très important, il est passé de 36% du PIB en 2022 à 28% en 2023 et il est descendu à 25% en 2024. À titre comparatif, le pourcentage de l'endettement de la France est passé de 55% en 1994 à 98% en 2019 et à 112% en 2022. Nous sommes dans une situation catastrophique en France et on nous donne dans les médias des informations comme quoi l'Iran serait en difficulté économique. Eh bien, moi j'aimerais bien que la France soit dans la même situation que l'Iran, parce que là, avec un endettement qui serait descendu de 55 à 25, on pourrait avoir la tête haute. Mais là, ça n'est pas le cas. En France, on est en faillite. Et là, c'est quelque chose qu'il faudrait un petit peu... C'est-à-dire que sur le plan politique, il faudrait peut-être que les gens apprennent à gérer une entreprise avant de vouloir gérer un État. En ce qui concerne la richesse de l'Iran, c'est quelque chose d'assez énorme. Vous avez les réserves en pétrole de l'Iran placent ce pays en 3e position mondiale, avec des réserves énormes, 208 milliards 600 millions de barils en réserve. La production de pétrole en 2023 était de 3,4 millions de barils par jour. Et donc, à ce rythme-là, ils auraient, pour ce qui représente 1 241 millions de barils par an, on aurait devant soi, si on restait sur cette base, pour 170 années de réserve. Donc il est évident que les 3,4 millions de productions par jour vont doubler, tripler certainement, puisque la Chine, qui n'est pas très loin, a d'énormes besoins en pétrole et que c'est le client privilégié de l'Iran. Et c'est d'ailleurs cette situation, puisque les États-Unis avaient placé l'Iran sous embargo, on n'avait plus le droit d'acheter le pétrole iranien. Les Chinois se sont fait un grand plaisir de le racheter à 30 et 40% en dessous du prix du marché, ce qui fait que ça a déréglé encore plus nos économies, puisque automatiquement on n'était plus compétitif, puisque les Chinois achetaient leur énergie à 30 ou 40% moins cher que nous. Ils avaient des salaires qui étaient 2, 3 ou 4 fois moins chers que les nôtres, et donc les produits finis arrivaient en France et les entreprises étaient contraintes de fermer leurs portes. Donc voilà la situation que l'on a connue depuis environ 30 ans, on va dire. Voilà. Alors, en ce qui concerne les réserves de gaz, là c'est énorme. Sur les réserves prouvées actuellement, l'Iran est en 2e position, bien entendu, derrière la Russie. Et donc vous avez ici un petit classement qui vous donne les réserves en gaz. Là, il s'agit des réserves en gaz. La Russie est à 37 milliards de réserves prouvées, de 37 milliards de mètres cubes en gaz. L'Iran a 34 milliards, donc elle est tout près. Le Qatar a 24 milliards. Le Turkménistan, 13 milliards. Et les États-Unis, eux, sont à 12 milliards. Vous voyez ? Donc, quand on regarde ce tableau, on voit que les 3 premiers pays représentent plus de 60% de la réserve mondiale. Donc ça, l'Iran peut s'appuyer là-dessus pour
développer son économie. Et donc, elle gère le pétrole et le gaz avec des clients comme la Chine, mais également l'Inde, etc. Donc, on va passer à une autre rubrique qui situe un peu le niveau technique et technologique de ce pays. Le nombre d'ingénieurs diplômés par an. En 1990, les États-Unis étaient de loin à la première place, 224 000 ingénieurs par an. L'Iran, à cette époque-là, produisait 62 000 ingénieurs dans les grandes écoles. En 2000, les USA étaient à peu près dans la même proportion, 232 000, mais l'Iran faisait déjà un bond en 10 ans, passant de 62 000 ingénieurs par an à 140 000 ingénieurs par an. En 2010, la Russie est passée devant tout le monde avec 420 000 ingénieurs diplômés chaque année. Les USA sont restés dans les 230-240 000. L'Iran est monté à 214 000 ingénieurs par an et la Chine apparaît à partir de 2010 avec 195 000 ingénieurs par an. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ce petit pays qui faisait 80 millions d'habitants produisait 214 000 ingénieurs alors que la Chine en sortait 195 000 dans la même année. En 2020, la Russie maintient son niveau à 450 000 ingénieurs par an. La Chine, évidemment, progresse énormément à 384 000. L'Inde, qui fait un bond en avant phénoménal, mais il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants en 2020. Et donc, elle produit 265 000 ingénieurs. Les USA sont restés à peu près dans la même proportion. Et l'Iran, 215 000 ingénieurs, un pays qui ne compte que 90 000 habitants. Donc là, vous avez déjà l'explication du niveau technologique très important de l'Iran en ce qui concerne les drones, en ce qui concerne les missiles hypersoniques, les missiles balistiques. Et donc tout ça, c'est évidemment l'explication, elle est là. Là, vous avez deux pays qui sont vraiment très au-dessus du lot, la Russie et l'Iran. Proportionnellement, 215 000 ingénieurs dans un pays qui fait 90 millions d'habitants, alors que les USA ont quand même 350 millions d'habitants, ça donne. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très important qui va compter dans la prochaine guerre qui se prépare dans cette région. Alors, on va regarder maintenant le côté de la puissance militaire des différents pays qui sont un petit peu, qui risquent de s'affronter. Alors, l'Iran a une armée de 600 000 militaires actifs, plus bien sûr des réservistes. L'armée russe, 850 000 actifs. La Corée du Nord, 1 200 000. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ces trois pays, si le conflit éclate, ces trois pays seront déterminés à se défendre, seront déterminés à aller jusqu'au bout dans la guerre contre les États-Unis. Ces trois pays pourront vraisemblablement compter sur un soutien probable des Chinois, 2 millions de militaires, 1 million de militaires en Turquie et 800 000 militaires au Pakistan. Le Pakistan a déjà proposé à la Turquie de lui fournir son arsenal nucléaire en cas de besoin. Et de l'autre côté, en face, vous avez les États-Unis avec 1 400 000 militaires et Israël 300 000. Donc voilà le rapport de force sur lequel on va certainement voir un conflit se développer. Alors, ce sont donc les chiffres qui nous permettent de voir
la réalité de ce pays qu'on nous présente en difficulté économique avec un endettement qui est passé de 55 à 25%. Et donc, nous sommes maintenant, il faut bien en avoir conscience, dans un régime de propagande qui est diffusé par l'ensemble des chaînes télévisées, les radios, la presse, évidemment, les magazines, tout ça, tout ce monde appartient au monde de la finance, au lobby financier qui est en fait lui-même complètement dirigé par le lobby sioniste. Donc, si on veut avoir des informations sur ce qui se passe à Gaza, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller sur Al Jazeera. Et même là-bas, les journalistes qui sont présents sur place se font tirer dessus par les soldats israéliens alors qu'ils ont le gilet pare-balles sur lequel il y a marqué « presse ». Donc, voilà la situation. Et comme je l'ai expliqué dans mon livre, il y a deux situations dans lesquelles, enfin, j'ai marqué 3, mais les plus probables, c'était au départ la situation en Ukraine, où là, il y a toujours un risque d'escalade qui pourrait nous amener à un conflit nucléaire. Mais la situation la plus probable, c'est la deuxième que je mettais dans ce livre, c'est le bombardement de l'Iran par Israël, appuyé par les États-Unis. Alors, actuellement, vous savez que je l'expliquais dans une autre vidéo, 60% de la flotte américaine est positionnée autour de l'Iran, avec 2 porte-avions en Méditerranée qui sont, avec tous les bateaux qui les entourent, positionnés pour défendre Israël contre les missiles iraniens. Et puis un porte-avions en mer Rouge, un autre en face de l'Iran, et toute la flotte qui a été renforcée avec beaucoup de navires qui sont des navires lance-missiles qui sont situés en face de l'Iran. Alors, dans mon livre que j'ai écrit quand même en 2022, j'avais prévu ces situations et j'avais expliqué que le développement que nous étions en fait à un moment de rupture technologique dans la mesure où l'apparition des missiles changeait complètement la donne par rapport aux guerres que nous avions connues précédemment. Alors, en 1914, qui avait déjà été apparu que l'aviation pouvait fournir des renseignements et même pouvait, au-dessus des tranchées, larguer des bombes. Ça a été déjà une avancée technologique importante. Dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était la guerre de mouvement avec la rapidité des déplacements des chars, etc. Et bien sûr, l'aviation qui a joué un rôle déterminant. Et bien maintenant, ce sont les missiles qui modifient toute la donne. Et les Américains qui ont construit des porte-avions, ils ont la plus grosse flotte dans le monde, avec des porte-avions énormes, dans lesquels il y a 5000 personnes qui travaillent dans ces porte-avions. Le coût de construction d'un porte-avions est à la base de 5 milliards de dollars. Ensuite, il faut ajouter à ça tous les avions qui sont à bord. Quand on connaît le prix d'un F-16, enfin les F-16 ne sont pas sur les porte-avions, mais le prix des avions qui sont dessus, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, cette valeur qui est peut-être en mer de 10 milliards de dollars peut être coulée avec un missile qui coûte 1 million de dollars. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, jusqu'à présent, les militaires américains, sur leurs porte-avions, dans les navires, étaient en état de supériorité et pouvaient se déplacer
sur les mers en toute confiance. Et bien maintenant, ils sont vraiment ils vivent à l'intérieur de ces bateaux dans un stress énorme parce qu'ils savent qu'à tout instant, ils peuvent être coulés par un missile balistique ou un missile hypersonique. Et donc, ça change beaucoup de choses. Et là, nous risquons de voir dans quelques semaines, si Israël réussit à entraîner les Américains dans une attaque inconsidérée contre les installations d'enrichissement d'uranium en Iran ou éventuellement contre les installations des raffineries et les installations de pétrole, eh bien là, dans ces cas-là, l'Iran réagira, enverra des missiles. Et le point important, je l'ai rappelé, c'est que normalement, en début octobre, les Russes devaient signer un accord de défense réciproque avec l'Iran. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur la préparation de ce document. Et ce document aurait dû être signé initialement début octobre. Et puis, les Russes ont demandé aux Iraniens de reporter la signature parce qu'en fait, ils estiment qu'il faut attendre. Et pendant ce temps-là, depuis le mois de juin, les Russes fournissent à l'Iran tout un système de défense contre l'aviation israélienne, contre l'aviation américaine et contre les missiles. Ils sont en train de construire une véritable barrière tout autour de l'Iran avec des stations S-400 et surtout des appareils qui permettent de rentrer dans la tête de guidage du missile pour le détourner de sa cible. Et même quelquefois, ils peuvent arriver à faire demi-tour à ce missile. Donc ça, c'est un matériel très sophistiqué. Ils sont, je pense, les seuls à le maîtriser actuellement sur le monde. Et il y a bien entendu en Iran pas mal d'ingénieurs, d'experts russes qui travaillent sur ces stations, et qui forment bien sûr en attendant du personnel iranien pour pouvoir utiliser ce matériel dans quelque temps. En attendant, ce sont les Russes qui sont sur place et au même titre qu'en Israël, beaucoup de militaires américains sont arrivés pour installer des radars extrêmement puissants. Et donc, d'un côté, les États-Unis se préparent à cette confrontation au Moyen-Orient et les Russes également se préparent avec l'Iran. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, ce pays, l'Iran, s'est préparé depuis 40 ans à une guerre, non pas contre Israël, mais se prépare depuis 40 ans à une guerre contre les États-Unis. Et donc, ça paraît, bien entendu, ils n'ont pas l'intention d'aller envahir les États-Unis ou d'aller attaquer les États-Unis, mais ils ont en tête de se défendre d'une attaque de la part des États-Unis, ce qui s'était déroulé contre l'Irak. Donc, ils ont eu la possibilité d'observer comment la guerre s'est déroulée en Irak avec les bombardements effectués par l'aviation américaine et également anglaise. Et donc maintenant, je crois qu'ils sont relativement prêts pour résister à une attaque des États-Unis. Mais il est clair que le rapport de force serait en faveur des Américains et des Israéliens, les deux étant associés. Mais avec l'apport de la Russie, ça change complètement la donne. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les Russes défendront d'abord l'Iran comme ils défendent actuellement leur position en Ukraine, mais arrivé à un certain stade, ils passeront à la marche supérieure et attaqueront directement le territoire des États-Unis. Et ça,
je pense que nous risquons de le voir au mois de février 2025. C'est une probabilité. Nous verrons dans les jours ou les semaines qui précéderont comment les événements vont se tourner. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'Iran. On reviendra peut-être plus tard sur cette question.